Alors, qu'est-ce que vous pensez de la stand-up for nucléaire aujourd'hui le 20 octobre à Paris? Un petit peu humide, mais bon, comme on s'intéresse au climat, on n'est pas insensible. Est-ce que c'est utile alors que les citoyens se mobilisent? Que les citoyens se mobilisent, ouais, c'est indispensable, et surtout que les citoyens apprennent à connaître cette énergie qui est le nucléaire, qui est une énergie naturelle et qui est probablement celle dont on aura besoin pour sauver le climat. Est-ce qu'ils ont raison d'en avoir peur alors? Ou est-ce qu'il faut qu'ils l'étudient et comment faire pour que peut-être ils en aient moins peur? Ceux qui en ont peur, souvent, c'est ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai des tas de gens qui me disent oui, le nucléaire, on aimerait bien, mais il y a des déchets. Mais je leur pose souvent la question, est-ce que vous en avez déjà vu des déchets? Est-ce qu'il y a des solutions pour les déchets? On dit toujours qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'ai travaillé un certain nombre d'années dans le nucléaire et j'ai trouvé aucun problème posé par les déchets nucléaires qui n'ait pas trouvé de solution, et même plusieurs solutions. Donc personnellement, je ne connais pas de problème soulevé par les déchets nucléaires. Est-ce que les enfouir, on dit que c'est mettre la poussière sous le tapis? Est-ce que c'est vrai? Les enfouir, c'est la solution idéale. Si on ne les enfouit pas, on les laisse en surface. Il y a des tas de déchets nucléaires qui ne posent aucun problème parce qu'ils ne sont pas beaucoup plus radioactifs que la radioactivité naturelle. Mais ceux auxquels vous faites allusion, là, qui sont les déchets très radioactifs, ceux-là, le meilleur endroit où on peut les mettre, c'est à l'abri loin de la surface, à un endroit où on n'aura pas besoin de les surveiller, et surtout à un endroit où nos petits-enfants n'auront pas besoin de les surveiller. La radioactivité, il y en a partout, il y en a déjà dans ce sol. En rajouter un petit peu, c'est une goutte d'eau par rapport à la radioactivité naturelle, ça peut être enfouir. Comment on peut être sûr qu'elle ne va pas ressortir et polluer les humains dans 100 ans, 1000 ans Le nucléaire, il a des inconvénients, mais la radioactivité, elle a quand même un avantage, c'est que par définition, elle décroît. Et donc, dans 1000 ans, la radioactivité de ces déchets qu'on aura enfouis, elle aura disparu. Donc, pendant ces 1000 ans, mettons-les à un endroit où ils gêneront personne. La radioactivité, ça disparaît. Donc, quand ça remontera à la surface, ce sera plus radioactif. Ce sera des éléments naturels, comme tous ceux qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire tous les jours. Est-ce que ça peut chauffer? Est-ce que ça peut dégager de l'hydrogène? Est-ce que c'est dangereux? Ça peut créer des explosions? Ou c'est prévu pour être suffisamment dilué pour tenir cette période? C'est pas une question de dilution. Ces déchets, là, ils sont emballés dans des matrices de verre qui ont été choisis simplement parce que c'est les verres qui dans la nature résistent le plus au temps et au millénaire. Et même si ça produit de l'hydrogène, quel est le problème? L'hydrogène, c'est l'élément le plus répandu sur cette planète quand même. Donc c'est acceptable. Hein, d'un point de vue éthique, on peut considérer que c'est acceptable? Il y a des gens qui ont étudié toutes les questions que vous soulevez, là, qui se sont posées les mêmes questions. Quels problèmes on peut rencontrer? Comment faire pour éviter que ça remonte à la surface? Tout a été résolu. Et les Finlandais et les Suédois qui ont aussi un projet d'enfouissement, non pas dans de l'argile mais dans du granit, qui sont arrivés aux mêmes conclusions que c'était la meilleure solution pour les déchets les plus radioactifs. Alors, il y en a d'autres qui disent que le nucléaire c'est la solution de facilité et qu'on va gaspiller l'énergie. Est-ce que c'est un argument pour souhaiter la diminution du nucléaire par rapport à peut-être la décroissance qui est nécessaire pour faire face aux énergies fossiles qui se raréfient? Mais attendez, la décroissance, on est dans un pays nanti, un pays riche ici. Allez parler de décroissance aux pays d'Afrique, aux pays en voie de développement. Et en France? En France, est-ce qu'on est prêt à abandonner le niveau de vie qu'on a aujourd'hui? Moi, je pense que le nucléaire, plutôt que de le réduire à 50%, le conserver tel qu'il est, il peut nous permettre de conserver le niveau de consommation qu'on a aujourd'hui, qui a l'air de convenir à tout le monde. Et alors comment on peut, par rapport aux gilets jaunes, faire cette transition? Est-ce que la mobilité électrique elle est accessible pour le commun des mortels? Comment on va faire pour conjuguer les contraintes économiques des foyers modestes et puis la transition énergétique pour quitter ce pétrole pas cher? Déjà, les foyers modestes, ce qu'ils aimeraient, c'est dépenser moins. Et actuellement, c'est eux qu'on est en train de taxer. Et on les taxe pourquoi? Pourquoi les prix augmentent? Pourquoi il y a des taxes à la pompe? C'est pour financer les renouvelables que sont le solaire et l'éolien. Le nucléaire, en son temps, il n'a pas coûté aux contribuables. Il a été financé entièrement par des emprunts qui ont été entièrement remboursés par le consommateur. Et malgré ça, le consommateur d'électricité, il a depuis 40 ans payé l'électricité la moins chère d'Europe. Donc où est le problème? Donc on l'a déjà démontré, lors de notre précédente transition énergétique, la transition nucléaire d'il y a 30 ans, 40 ans, on a démontré qu'on peut faire
ce changement, cette transition énergétique sans que ça coûte aux foyers modestes et sans que ça coûte les taxes énormes qu'on est en train de prélever aujourd'hui. Combien par exemple? 10 milliards par an aujourd'hui pour financer le solaire et l'éolien. C'est un scandale. Est-ce qu'on ne laisse pas une dette avec le démantèlement des centrales? Est-ce qu'on ne laisse pas une dette? Ou est-ce que c'est provisionné vraiment Attendez, la dette, ça fait 40 ans qu'on paye une provision pour préparer le démantèlement des centrales nucléaires. On l'a déjà payé. Et malgré ça, je répète, on a bénéficié du kilowattheure le moins cher du monde. Donc, comment on va faire pour, avec Flamanville, avec l'EPR qui a l'air de coûter peut-être le double de ce que ça a coûté, est-ce que l'énergie nucléaire va faire augmenter le prix de l'électricité dans 10 ans, dans 20 ans? Ça, c'est ce que vous trouvez dans tous les journaux, mais faites un petit calcul. L'EPR, effectivement, il était prévu à 3,5 milliards. Aujourd'hui, il va coûter 12 milliards. C'est un prototype, je rappelle. Mais il va produire de l'électricité pendant 80 ans. Si vous faites le calcul, si vous ramenez ces 12 milliards au kilowattheure produit, vous allez trouver un chiffre dérisoire, c'est 1,5 centime par kilowattheure. Donc c'est imbattable, même cet EPR que certains prétendent qui coûte très cher, il est nettement moins cher, il coûte nettement moins cher que les kilowattheures solaires et éoliens qui sont pas rentables et qu'on est obligé de subventionner pour que cette industrie se développe. Et alors est-ce que la loi et la PPE va permettre de conserver 63 gigawatts en 2050 ou est-ce que le gaz va compenser l'intermittence des renouvelables si on ne construit pas assez de PR d'ici cette date C'est pas moi qui ai la réponse. Est-ce qu'il y a un danger? Il y a un danger qu'on réduise effectivement nos capacités nucléaires pour rien et que ça soit remplacé par du gaz. Le gaz, tout le monde le sait, ça produit 2 fois moins de CO2 que le charbon, mais ça en produit 100 fois plus que le nucléaire. Donc le gaz, c'est pas l'avenir. Le gaz, il faut l'éradiquer, de même que le pétrole et de même que le charbon. Le problème de l'électricité aujourd'hui, c'est un faux problème en France. Notre électricité, elle est déjà décarbonée. Le problème du changement climatique, pour nous Français, c'est celui qui est lié à nos émissions de CO2 qui viennent de 2 sources essentiellement, nos voitures et nos chauffages non électriques. Il faut passer au chauffage électrique, il faut passer à la voiture électrique, à condition que cette électricité soit décarbonée. Alors le nucléaire c'est quoi? C'est 17% de l'énergie finale aujourd'hui avec 63 gigawatts. Est-ce qu'il faut maintenir un plafond à 60 gigawatts ou est-ce qu'il faut augmenter à quel curseur mètre? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 100 gigawatts pour arriver à tenir le facteur 4 en CO2 en 2050? Il y a plusieurs solutions possibles, mais si on utilise le nucléaire, il suffit de faire monter un petit peu le nucléaire pour qu'on arrive à résoudre cette équation. De combien alors par rapport à aujourd'hui? Est-ce que vous avez une petite idée? Moi personnellement, si vous me demandez mon avis à moi, le nucléaire, on peut monter à 100% de nucléaire. Pourquoi pas? Avec l'hydraulique quand même, avec l'hydraulique. Avec l'hydraulique, bien sûr. Voilà. Mais l'hydraulique, il y a des puissances installées importantes, mais l'hydraulique ne représente, c'est la première énergie renouvelable en France, on peut dire de l'électricité. L'hydraulique ne représente que 12% de l'énergie qu'on produit. Ce ne sera jamais beaucoup plus, tout est équipé en France. Ce qu'on peut faire de plus avec l'hydraulique aujourd'hui, c'est faire du stockage de façon un peu plus importante, mais il faut là aussi vaincre des réticences dans les régions de montagne, parce que chaque fois que vous allez construire un lac de retenue ou un lac de repompage supplémentaire, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont être mécontents. Mais l'hydraulique, effectivement, il y a encore quelques marges de progression, et avec l'hydraulique et le nucléaire, on n'a pas besoin de ces énergies intermittentes qui sont une mode aujourd'hui, une mode de pays riches. Mais c'est une mode qui nous oblige aussi à importer de Chine des capteurs solaires qui sont fabriqués avec une énergie charbon. Et c'est scandaleux parce que c'est ça qui donne une empreinte CO2 aux capteurs solaires que personne ne connaît. Le solaire, avec ses capteurs photovoltaïques, eh bien, il émet 10 fois plus de gaz carbonique que le nucléaire. Alors même en PACA, dans le sud, est-ce qu'il faut investir dans le solaire, alors subventionner massivement pour là où il y a du soleil alors, il y a solaire et solaire. Moi j'ai installé mon premier capteur solaire il y a 40 ans. Mais ce n'était pas un capteur photovoltaïque, c'était un capteur thermique. Aujourd'hui, je viens de terminer une maison où j'espère pouvoir passer ma retraite. Cette petite vallée des Pyrénées, c'est une maison bioclimatique où le soleil joue un rôle énorme. Mais ce n'est pas du photovoltaïque, c'est du solaire thermique. Et effectivement, dans toutes les régions du sud où il y a du soleil, il faut l'utiliser. C'est gratuit. Et pas le photovoltaïque, alors il ne faut pas le subventionner en PACA? La facilité du solaire thermique, c'est quand même qu'il permet, et c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on a des chauffe-eau solaires thermiques, il permet de stocker l'énergie. Tout simplement dans des chauffe-eau. Il n'y a pas besoin de batterie au lithium. Certains rêvent d'avoir une énergie solaire qui permette de subvenir aux besoins du pays, mais personne ne réalise que simplement une journée
de consommation électrique en France en hiver, c'est-à-dire 2 TWh, pour stocker cette énergie, parce qu'il faudrait la stocker s'il n'y a pas de soleil pendant 3 jours ou pas de vent, il faudrait consommer des quantités de lithium qui sont supérieures à la production mondiale, simplement pour stocker une journée de besoins électriques pour un pays comme la France. Donc, il faut avoir ces ordres de grandeur en tête. Le solaire, c'est pas la solution, et le stockage, c'est pas la solution. Le stockage de l'électricité, c'est pas la solution. Est-ce qu'on a fait le bilan des grandes centrales photovoltaïques et par exemple on vient d'installer sur du flottant une très très grande centrale photovoltaïque pour 17 millions d'euros, importée du Mexique à 97%. Est-ce que c'est le bon investissement? Si vous me posez la question à moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que ça. Beaucoup mieux à faire que ça. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Plutôt que de mettre 10 milliards dans ces subventions au solaire et au photovoltaïque, aujourd'hui, on peut mettre 10 milliards dans un EPR qui va produire 100 fois plus d'énergie pendant 4 fois plus longtemps, pendant 80 ans. Donc, alors on sait en construire maintenant l'EPR2, est-ce qu'on va savoir les construire? l'EPR2, il faut faire confiance aux ingénieurs. On a réussi il y a 30 ans, 40 ans à bâtir un programme nucléaire sans précédent. Aujourd'hui, l'EPR, personne ne lui a trouvé de défaut encore, à part les défauts de soudure de notre chantier Flamanville. Il y a 2 EPR qui fonctionnent en Chine et pour l'instant, les Chinois en sont satisfaits. Et cet EPR, il remplit sa mission. Donc je ne sais pas si le réacteur de demain sera l'EPR. Je pense qu'il y a beaucoup de régions du monde où on aimerait pouvoir installer des plus petits réacteurs qui demandent des investissements moins importants, qui demandent d'investir non pas des milliards mais quelques centaines de millions. Ça, probablement, il faut le développer. Et on a tous les atouts pour le faire en France, puisqu'on a bâti des petits réacteurs de propulsion navale pour des besoins militaires. Aujourd'hui, utilisons-les pour le plus grand bien-être des consommateurs, pour produire de l'électricité civile. Et alors est-ce qu'on aura assez d'uranium pour sauver le climat? Est-ce qu'il faut geler Astrid, les projets de surgénération pour le futur? L'uranium, il y en a autant qu'on en veut. Aujourd'hui, c'est vrai que les réserves d'uranium avec les réacteurs actuels, c'est de l'ordre d'un siècle, d'une centaine d'années. Mais si on passe effectivement, vous citez Astrid, si on passe au réacteur de génération 4, on démultiplie complètement cet horizon. Aujourd'hui, rien qu'avec les stocks d'uranium appauvri qu'on a en France, avec des réacteurs de 4e génération, on a de quoi produire de l'électricité pendant 3 ou 4 000 ans. Ça commence à ressembler à du renouvelable. Ça. Donc Astrid, c'était le bon projet? Est-ce qu'il faut le relancer? Bien sûr, c'est le bon projet. C'est le bon projet. C'est un scandale qu'on ait abandonné ce projet, alors que la France, avec Super Phénix et Phénix, était déjà, il y a 20 ans, un leader mondial dans le domaine des réacteurs de génération 4. Aujourd'hui, on laisse la place aux Russes, aux Chinois et à d'autres pays qui sont en train de développer cette technologie qui est vraiment le nucléaire de demain. On abandonne Astrid aujourd'hui, c'est scandaleux. Ou alors, on prend l'option que on se fournira pour notre nucléaire à nous dans les années qui viennent auprès des pays qui auront développé, qui auront mis au point cette technologie qui est la seule technologie d'avenir pour subvenir aux besoins de l'humanité. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres. Et les lois de la physique, elles sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas 36 énergies dans le monde. Et le nucléaire, c'est l'énergie la plus représentée dans l'univers. Donc c'est un up fort nucléaire en France alors? C'est un up fort nucléaire en France et ailleurs. Merci.